urbains est un événement qui a lieu historiquement à Paris depuis maintenant 17 ans et qui accueille, comme l'édition de novembre dernier, plus de 1800 personnes au Palais des Congrès. Depuis 3 ans, nous avons souhaité décliner ces forums des projets urbains en région. Nous avons d'abord créé le forum des projets urbains de la Méditerranée, qui a eu lieu à Marseille, il y a 2 ans maintenant. Le forum des projets urbains du Grand Ouest, qui a eu lieu à Nantes l'an dernier en mars, et qui aura lieu cette année à Bordeaux. Et donc, pour la première fois, le forum des projets urbains nord-européens, qui a lieu donc à Lille en 2018. Alors, pourquoi un forum des projets urbains nord-européens? Tout simplement parce que vous avez de nombreux projets, de belles réalisations qui sont assez symboliques et qui nous semblaient pas forcément très connus. Donc, l'idée d'InnovaPress est de mettre en avant vos projets, de les relayer dans nos publications tout au long de l'année, sur nos sites internet, dans le guide des projets urbains, etc. L'esprit des forums des projets urbains en région est de, évidemment, vous permettre de présenter vos projets de manière, en prenant plus de temps, de manière plus conviviale, plus propice, dans un lieu plus propice aux échanges. Vous disposez de plus de temps qu'à Paris pour parler de vos projets, pour échanger. Comme cela nous a été dit à plusieurs reprises, il ne s'agit pas de faire de l'entre-soi. Donc sachez que le groupe FICAD et InnovaPress en particulier vont relayer tous les projets présentés, comme dans nos publications bien entendu, et notamment dans le magazine Très Urbain, dans toutes nos lettres professionnelles, et également sur notre site internet, puisqu'on a maintenant un beau site InnovaPress avec toute une partie documentation dans laquelle on retrouve toutes les fiches des projets urbains des dernières années, toutes les fiches des projets présentés au Forum des projets urbains des dernières années. Ce que je veux dire et qui est important, c'est qu'au-delà de la journée de présentation d'aujourd'hui, vous disposerez d'un vrai dispositif de communication sur vos projets grâce à nos publications et à nos sites, les réseaux sociaux qui relayent l'information, etc. Alors pour terminer, je ne vais pas vous présenter le programme de la journée, vous l'avez tous. Par contre, je vais vous dire un mot sur le programme de l'année. Le 4 avril prochain, donc, comme je vous le disais, nous serons à Bordeaux pour le Forum des projets urbains du Grand Ouest. Alain Juppé nous fera le plaisir d'intervenir sur Bordeaux 2050. En mai, les 17, 18 et 19 mai, donc la date vient d'être arrêtée, nous organisons un voyage des projets urbains à Barcelone. Ce voyage, nous l'organisons historiquement, comme tous nos voyages et les ateliers auxquels nous contribuons avec Ariel Amazbounji. Je ne vais pas présenter, tout le monde connaît. Et je vais reprendre ces mots pour vous présenter le voyage à Barcelone. Donc ce voyage vous offrira une traversée de l'histoire récente de l'urbanisme, de cette ville mythique, du renouveau de la démocratie dans les années 80 à l'expérience actuelle qui souhaite faire la ville pour tous sous l'égide du mouvement Podemos. Il offrira de nombreuses visites avec la rencontre des acteurs qui font vivre ces expériences, sans compter évidemment l'expérience culinaire, le plaisir de la déambulation et des impressions sur la vie catalane, et bien entendu ses enjeux et ses plaisirs. Voilà, vous l'aurez compris, il faut donc venir pendant 2 jours à Barcelone pour profiter d'Ariela et d'Oriol qui nous feront le plaisir de nous présenter cette ville. Dernière chose, je voudrais vous inviter également à participer au 3e Défis urbains. Il s'agit d'un prix original que l'on a créé maintenant il y a donc 3 ans et qui récompense les villes et leurs initiatives pour améliorer la qualité de vie, produire du logement, être attractive et répondre aux enjeux du développement durable. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit, déposez vos candidatures sur le site des Défis urbains et rendez-vous donc le 18 juin, on ne peut pas oublier la date, je me le disais en l'écrivant, le 18 juin à Paris au Grand Hôtel Intercontinental Opéra pour la cérémonie de remise des prix.
Voilà, j'en ai pratiquement terminé. Permettez-moi juste de remercier l'Agence d'urbanisme de Lille Métropole, le CAUE du Nord et Benoît Poncelet ici présent, la région et notamment Xavier Bertrand qui nous a gentiment mis à disposition le nouveau siècle et bien sûr notre partenaire Adim Vinci Construction. Je laisse donc la parole à notre rédactrice en chef Marie-Christine Vatoff et à ses invités pour une séance plénière sur le thème des montages des projets urbains en France et en Belgique. Merci encore pour votre participation et on compte bien entendu sur vous l'année prochaine, ici même, pour beaucoup de nouveaux projets. Bonne journée à tous. Merci. Alors, plus largement, durant cette séance d'ouverture, on parlera émergence de projets, coopération entre acteurs, construction territoriale. Nos intervenants, Sylvain Robert, Elisabeth Boulet et Pierre Sauveur, accompliront la prouesse de parler de ces sujets de manière assez précise et dans un temps limité, puisqu'à 10h30, nous devrons laisser la place aux ateliers projets et que M. Robert partira un petit peu plus tôt. Commençons donc tout de suite avec vous, Elisabeth Boulet. Vous nous accueillez dans ce nouveau siècle. Vous êtes en effet conseillère régionale des Hauts-de-France, déléguée aux fonds européens. On ne sait pas assez que la région est autorité de gestion de ces fonds européens et que ça représente des sommes assez considérables, plus de 2 milliards d'euros, je crois, sur la période en cours, qui vont permettre pour partie l'émergence de projets et favoriser la coopération territoriale. C'est bien cela ? Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, un petit mot de bienvenue ici à Lille, dans ce bâtiment du Nouveau Siècle, accueilli par la région. On est ravis d'accueillir ce forum des projets urbains nord-européens et aussi de pouvoir vous faire un partage d'expérience en fait, de la région des Hauts-de-France sur sa façon de gérer ces projets urbains, d'être partenaire des acteurs des projets urbains et surtout de mettre aussi l'accent sur l'aspect fonds européen et coopération européenne, puisqu'ici on est sur pas moins de 5 projets Interreg, les interrégions en fait, définies par la Commission européenne, des enveloppes de FEDER qui sont allouées sur des territoires transfrontaliers avec des bassins de vie, des bassins de population qui ont des cultures, des usages communs et aussi beaucoup d'échanges sur des questions d'abord d'emploi mais aussi de culture, de loisirs, etc. Alors, effectivement, de par la géographie de la région des Hauts-de-France, on est quand même au carrefour de cette Union européenne. On est près de Londres, on est près de Bruxelles, on est près, effectivement, de l'Europe du Nord et on est aussi près de Paris, ce qui nous donne une certaine facilité d'accès et en tout cas une façade directe avec beaucoup de nos partenaires européens et ce qui nous a peut-être aussi facilité la tâche lorsqu'on a candidaté pour l'autorité de gestion, notamment des programmes Interreg. Aujourd'hui, la région des Hauts-de-France est autorité de gestion, c'est-à-dire que c'est elle qui est chargée, grâce à toute une équipe technique, un secrétariat, de l'instruction en fait, des projets transfrontaliers qui arrivent directement vers elle. Donc on a notamment l'Interreg des deux mers, l'Interreg Europe et l'Interreg Europe du Nord-Ouest, qui sont de très gros programmes Interreg que la région Hauts-de-France a l'honneur de gérer pour le compte de la Commission européenne, en fait, tout simplement. La région Hauts-de-France est aussi autorité nationale de 2 autres programmes Interreg, le France-Wallonie-Flandre, qui est un petit peu l'emblème en fait, de l'Interreg ici en région Hauts-de-France. C'est un programme qui concerne la région Hauts-de-France, la région Grand Est, une partie de la région Grand Est, mais également la Flandre et la Wallonie. Donc c'est nos collègues wallons qui sont autorités de gestion de ce programme, et c'est un programme qui fonctionne très très bien puisqu'il est déjà à plus de 80% de consommation, alors qu'on est qu'à la moitié de la période de programmation qui s'étale sur 2014 à 2020. Donc c'est effectivement quelque chose un programme qui marche très bien parce que les usages de coopération entre les deux pays sont historiques, ancestraux, et donc c'est vrai que c'est un programme qui a toujours très bien fonctionné. Alors, effectivement, sur ces programmes Interreg, on a tout un tas d'exemples, en fait. Donc, c'est d'abord de l'échange de bonnes pratiques. Le dépôt d'un dossier, très concrètement, ça se fait de manière bilingue. Vous devez déposer un dossier à la fois en français et en néerlandais, traduit, et les équipes techniques l'instruisent. Vous avez évidemment tout ce qui est des réglementations d'aide d'État, les projets qui ne peuvent pas être subventionnés à plus de tel taux en accord avec le droit de la concurrence, etc. Tout un tas de critères qui se déroulent et dont les équipes techniques ont la charge d'instruction. Et ensuite, effectivement, donc le consensus
puisque sur tous les programmes Interreg, c'est la règle de décision très européenne qui prévaut, c'est-à-dire le consensus entre les États et les partenaires qui préside à l'acceptation d'un projet ou non, ou à son rejet. Donc aujourd'hui, effectivement, on avait quelques petites inquiétudes avec le Brexit, vous le savez tous, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, quels effets sur les programmations en cours. On a eu quelques frayeurs, puisque le Royaume-Uni est partenaire de plusieurs des programmes Interreg. Et aujourd'hui, très clairement, si on n'a pas le consensus de chacun des États, les projets ne sont pas programmés, les projets tombent et les enveloppes ne sont pas consommées. Donc on avait effectivement une petite frayeur par rapport à ça, mais on a aujourd'hui des messages encourageants de nos partenaires du Royaume-Uni qui souhaitent poursuivre en tout cas la coopération jusqu'à son terme, et en tout cas jusqu'à la fin de la période de programmation, c'est ce qu'on espère, de façon à ce que ces fonds, qui sont quand même donnés en gestion par la Commission européenne, soient consommés pour être investis directement sur les territoires. C'est bien l'objectif de ces programmes au départ. Alors, effectivement, d'une manière plus large, la région est autorité de gestion des fonds européens. Ça veut dire que clairement, les régions aujourd'hui, depuis 2014, puisque c'est une nouveauté depuis 2014, sont pour le compte de la Commission européenne gestionnaires d'enveloppes de FEDER, Fonds européens de développement régional, du FSE, une partie du FSE, du Fonds social européen, qui est co-géré encore avec l'État, du FEADER, donc du Fonds européen pour l'aménagement rural, qui est également partagé en gestion avec l'État, et du FEAMP, qui est le Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche, et qui est également partagé avec l'État. Évidemment, si on avait pu faire simple sur le partage des tâches, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer aujourd'hui. La lisibilité entre parfois où s'arrête le rôle de l'État et où commence le rôle des régions n'est pas toujours aisée à comprendre, notamment pour les porteurs de projets, mais on essaye de les accompagner au mieux. En tout, sur la programmation 2014-2020, puisque vous le savez, l'Union européenne a une programmation pluriannuelle, budgétaire pluriannuelle. C'est, comme le disait Madame Vatov, plus de 2 millions d'euros qui transitent, entre guillemets, qui sont investis, 2 milliards, excusez-moi, qui transitent et qui sont investis sur le territoire de la région Hauts-de-France au travers de plusieurs fonds, le FEDER, le FEADER, le FEAMP, le FSE, mais également le FEDER via les programmes Interreg dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a tout un tas d'outils à notre disposition. La complexité vient du fait qu'ils sont tous gérés différemment, qu'ils concernent des bassins de vie parfois différents, mais en tout cas l'investissement des fonds européens est là sur le territoire. Et on a des projets plusieurs exemples effectivement de projets, puisque c'est bien aussi d'avoir une vision concrète. Alors, effectivement, sur les programmes Interreg, la difficulté pour nous vient du fait que les législations ne sont pas du tout harmonisées, par exemple avec nos voisins avec lesquels on coopère. Les règles des uns ne sont pas forcément les règles des autres. Et l'interprétation des programmes qu'ont certains n'est pas forcément l'interprétation des autres. Donc la logique du consensus ici prend tout son sens, mais effectivement, aujourd'hui, la critérisation d'un bon projet n'est pas la même pour nos voisins britanniques, pour nos voisins belges, pour nous-mêmes ou pour le Luxembourg, par exemple. Donc effectivement, c'est tout un travail très en amont de négociation, de partenariat, de faire comprendre aussi à chaque acteur, chaque porteur de projet qu'il doit nouer des partenariats avec des acteurs de chaque côté de la frontière. Sans ça, effectivement, son projet ne sera pas viable. Donc c'est tout un travail, en tout cas pour l'autorité de gestion aussi, de pédagogie et d'accompagnement des porteurs de projets qui est très important. Par exemple, sur les systèmes hydrauliques, alors c'est pas forcément toujours très urbain, ça peut aussi concerner des projets ruraux. Sur les systèmes hydrauliques, on a récemment approuvé un projet qui s'appelle, un portefeuille de projet qui s'appelle Flandria-Rail au niveau du programme Interreg France Wallonie-Flandre. C'est notamment dans ce portefeuille de projet tout un système d'information géographique commun entre des bassins versants qui sont connectés, puisqu'aujourd'hui, quand vous traitez un problème hydraulique en amont, ça aura des conséquences sur l'aval et réciproquement. Donc évidemment, on a besoin d'avoir des échanges d'informations et des coopérations territoriales. On ne peut plus aujourd'hui fonctionner uniquement sur des projets à la limite de nos frontières, puisqu'on sait que ça aura des impacts. Et les systèmes hydrauliques, on le voit aussi beaucoup aujourd'hui avec les conditions climatiques, les changements climatiques, les inondations, etc., les crues. Bon, on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est un peu d'actualité. Mais ce sont des choses qui doivent être gérées aujourd'hui, forcément, avec l'amont et l'aval, qui ne sont pas forcément dans les mêmes états. Pour vous citer un autre exemple de projet, dans le cadre de l'Interreg, programme Interreg des deux mers, donc les deux mers, mer du Nord et Manche en fait, tout simplement, d'où son nom. Donc c'est à peu près tout le bassin que vous avez des États européens autour de ces deux mers.
qui est aujourd'hui géré par la région. Vous avez un projet qui s'appelle Smart Cities Innovation Framework Implementation, donc une coopération de plusieurs grandes villes à l'échelle de tous les États, Malines, Bruges, Saint-Quentin, Delft, et sur le thème des données publiques donc l'implémentation des services publics urbains intelligents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée un service numérique, un service public intelligent à l'aide de tout ce qui est outils numériques, on ne le crée pas forcément à échelle purement régionale ou purement franco-française. On essaye d'avoir des échanges de données cohérents et un partage d'expériences avec d'autres cités qui ont parfois des choses à nous apporter. Et je ne peux pas terminer cette intervention sans parler du programme phare, en fait, sur vraiment les projets urbains nord-européens, mais qui concerne également toute l'Europe, le programme des actions innovatrices urbaines. Alors ce programme est assez peu connu, pourtant il gagne à être connu puisqu'il brasse évidemment des millions, des centaines de millions d'euros de FEDER, et il est géré par la région des Hauts-de-France pour le compte de l'ensemble de l'Union européenne, donc des 28 États membres à l'heure actuelle. Alors, Action innovatrice urbaine, comme son nom l'indique, ce sont des projets urbains, donc avec un seuil d'identité urbaine qui garantit la qualification du projet, innovatrice, c'est-à-dire qui ne s'est jamais vu dans aucun pays européen, aucune ville européenne. Ça met le critère de sélection quand même assez haut, vous imaginez bien. Et donc avec des enveloppes assez conséquentes à aller chercher au niveau du FEDER. Alors c'est 372 millions d'euros à l'échelle effectivement de l'Europe, ce qui est une somme assez conséquente. Et pour vous citer des exemples, on a approuvé par exemple un projet pour la ville de Lille, lors du premier appel à projet des actions innovatrices urbaines. Et donc c'est un projet qui s'appelle Taste in Fives. Donc c'est le projet, ça rentre dans le projet urbain de requalification de Lille-Fives, du quartier de Lille-Fives. Les Lillois sauront sans doute de quoi je parle, avec un investissement colossal de l'Europe, que ce soit au niveau du programme européen, du PO, donc programme opérationnel géré par la région, mais aussi grâce au programme des actions innovatrices urbaines. Et aujourd'hui, dans ce programme, on a eu donc un peu plus de 5 millions d'euros, à peu près 5 millions d'euros, pour en fait tout ce qui est action à l'échelle d'un quartier, lutter contre la pauvreté urbaine, etc. Donc évidemment, Action innovatrice urbaine fixe des thématiques dans lesquelles doivent s'inscrire les communes. À chaque appel à projet, il y a des thématiques précises. Aujourd'hui, la thématique de l'appel à projet qui est en cours, c'est notamment, pourquoi pas, la lutte contre la pollution urbaine. Donc on a quand même beaucoup entendu parler de ça il y a quelques mois. Charge aux villes de proposer des projets innovants qui n'ont pas d'exemple européen, pour aller chercher ces enveloppes de fonds européens assez conséquentes et faire un investissement. Et enfin, la ville d'Anvers en Belgique, qui a donc le projet Courant, qui est aussi dans le cadre de ces actions innovatrices urbaines, et qui est un investissement également, donc en général c'est la fourchette entre 4 et 5 millions d'euros, et pour aider le manque d'aide dont souffrent les jeunes réfugiés. Donc là c'est un projet d'inclusion des réfugiés, puisque l'appel à projet précédent des actions innovatrices urbaines était notamment axé sur l'inclusion de ces populations migrants et réfugiés dans la ville, comment on pouvait faire pour les intégrer par l'emploi, par la culture, par l'habitat, etc., ou par la participation à des dispositifs citoyens. Alors, pour conclure, si vous voulez bien, effectivement, la région est partie prenante de plusieurs programmes. Elle gère elle-même des programmes assez conséquents. On a notamment, nous, dans notre programme opérationnel, ce qu'on appelle les ITI, investissements territoriaux intégrés, c'est-à-dire que ce sont des enveloppes qui sont pré-réservées, pré-fléchées pour des entités urbaines. Pour la MEL, par exemple, ici, c'est 37 millions d'euros qui sont pré-réservés pour la concrétisation de ces projets. Donc on est vraiment au service de cette dynamique urbaine, et on essaye de l'être encore plus, je dirais, dans les années qui vont suivre, puisque la programmation ITI va monter en puissance ici sur les années à venir. Et c'est quelque chose qu'on regarde aussi pour ce qu'on appelle la négociation après 2020, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais auquel cas je vous informe, on est déjà, nous, région Hauts-de-France, comme toutes les régions de France, engagés dans la négociation, ce qu'on appelle le post-2020, quel sera le cadre budgétaire. Le Brexit va nous priver de 10 milliards d'euros par an. Est-ce que la politique de cohésion en pâtira? Est-ce qu'on aura moins de FEDER, moins de programmes Interreg? Ce sont autant de questions qui, demain, vont peut-être conditionner aussi une sélection encore plus forte sur des projets urbains ou ruraux. Voilà, j'espère vous avoir apporté les précisions que vous souhaitiez, et puis je serai à votre disposition tout à l'heure pour les questions éventuelles. Oui, en effet, je pense qu'il pourrait y avoir des questions sur tout cela.
Sylvain Robert, donc vous êtes maire de Lens, président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin et président d'Euralens. Une expérience assez édifiante que celle d'Euralens, puisqu'on a un territoire dont les indicateurs étaient plutôt défavorables et qui maintenant redresse la tête grâce à ce qu'on a pu appeler un choc de coopération induit par l'implantation du Louvre-Lens. Je ne sais pas si vous reprendrez cette expression, et qui a permis de générer des projets urbains, mais aussi de stimuler la coopération territoriale. Donc, En fait, Euralens est né, c'est vrai, de l'implantation du Louvre-Lens sur notre territoire. Il y a maintenant 5 ans concrètement que le Louvre est inauguré et permet d'avoir une autre identité chez nous. Mais en même temps, le Louvre fait partie un peu des projets sur lesquels le territoire, peut-être dans un premier temps, l'agglomération travaillait, mais ça s'est élargi après. Le Louvre a été annoncé en 2004. Donc ça fait 14 ans que notre territoire réfléchit à son évolution due à l'annonce fin novembre de l'implantation de cette plus grande marque culturelle au monde sur notre territoire et comment on peut en tirer profit, comment on peut se fédérer autour de ça. Et l'initiative de Daniel Percheron, à l'époque président de région, mais aussi en même temps issu du bassin minier, c'était de dire que la segmentation qui était celle du bassin minier avec les puits de mine qui organisaient peut-être le territoire même de façon infracommunale, parce qu'on était vraiment dans des cités, dans des regroupements très de première proximité et pas forcément dans des unités urbaines telles qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Il fallait peut-être un peu dépasser ça, ou encore ces réflexes, même si les mines ont fermé il y a plus de 25 ans, on a encore une génération qui n'a vécu que dans ce territoire et qui a encore peut-être ce réflexe-là. Donc on avait des instances de coopération, les agglos qui étaient nés pour certaines dès 1968, comme c'est le cas sur Lens-Liévin. Donc ça fait en fait les 50 ans aujourd'hui de l'agglomération de Lens-Liévin, mais on a une habitude de travail sur des compétences qui étaient des compétences normées. Aujourd'hui, on avait une volonté, en tout cas une initiative qui était portée par Daniel Percheron et relayée par les 3 agglos, de Lens-Liévin, d'Hénin-Carvin et de Béthune-Bruay, d'avoir quelque part une volonté de partager des projets. Donc c'est né du Louvre, de dire comment le Louvre peut être un accélérateur de projets chez nous, comment le Louvre peut nous amener peut-être des regards qu'on ne pouvait pas espérer, parce que notre territoire, c'est vrai, cumulait certains déficits, des déficits en termes d'emploi, des déficits en termes de santé. Enfin, je ne vais pas vous faire la longue liste, malheureusement, de l'état de notre territoire tel qu'il était suite à l'exploitation charbonnière. Mais c'était aussi surtout une volonté de prise en main des élus, mais pas que des élus, justement partagés par le monde économique, partagés par les universitaires, partagés par l'ensemble des forces vives, quelque part, qui se regroupaient au travers le forum que constitue Euralens. Et donc l'initiative, l'idée de Daniel Percheron à l'époque, il y a maintenant près de 10 ans, c'était de dire on va mettre tout le monde autour de la même table pour essayer de construire ce projet commun et de pouvoir amener là aussi une autre vision, une autre perception, une autre ambition sur notre secteur. Et on a dès le départ engagé au niveau d'Euralens des actions pour pouvoir se faire accompagner. Et on a notamment le cabinet de Jean-Louis Subido qui était un des premiers à nous accompagner là-dessus, qui nous a permis, dans la structuration de notre territoire avec Michel Desvignes, de pouvoir organiser ce qu'on appelle l'archipel vert, donc aussi le changement d'image. Le logo d'Euralens, c'est du noir au vert. On passe des mines à un peu l'esprit nature, parce qu'on a un espace relativement vert par rapport à ce qu'on pouvait nous en avoir comme idée en étant sur place. Mais quand on dézoome un peu, quand on prend le territoire à l'échelle des 3 agglos, on a des parties très rurales, on a des communes de moins de 300 habitants sur notre propre agglomération, comme on a des communes de plus de 30 000 habitants sur un périmètre très restreint. Et on a réussi à fédérer tout ça autour d'un projet, qui est le projet d'Euralens, qui est des projets de structuration de 3 agglomérations qui avaient les mêmes compétences, mais qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Et ça, on a passé une étape supplémentaire parce que Euralens, c'était un laboratoire d'idées, comme dit Daniel Percheron. On est là pour entretenir l'ébullition du territoire et après, derrière, voir comment on peut arriver à le concrétiser. Et on a répondu dans un premier temps à l'appel de la région qui souhaitait travailler avec des territoires organisés de façon plus structurée. Donc on a Euralens qui était un peu la cheville ouvrière d'une réflexion qui menait dans un premier temps à un pôle métropolitain qui reprenait de Douai à Arras, à Béthune-Bruay, Lens-Liévin et Hénin-Carvin, pour après se structurer en 2 pôles métropolitains, le territoire ayant, de chez nous, avancé plus vite sur la structuration en
syndicat mixte, là où Arras était en unité de préfiguration. Maintenant, on est à peu près dans le même rythme et on a encore des échanges avec nos territoires, parce qu'on est dans le même appel à projet de la région sur les ITI au sein du pôle métropolitain, mais qui permet aussi de développer d'autres projets avec des maîtrises d'ouvrage partagées. Et quand on parle de chaîne des parcs, quand on parle de projets structurants, quand on parle de label Euralance, chez nous, ça commence à être une notion qui commence à être entre guillemets vulgarisée, à parler peut-être de façon un peu plus globale, même si on a encore des étapes à franchir, on le fera au cours de l'année 2019, j'en parlerai dans 2 minutes, mais c'est des concepts qui ont fait qu'on a pu rassembler les forces vives pour pouvoir travailler sur un projet commun et les amener à partager cette ambition. Et Euralance, je disais 2019, parce qu'en 2019, Euralance fêtera ses 10 ans. Et c'est à la fois les 10 ans de l'association, qui est déjà peut-être une prouesse d'avoir amené tout le monde à travailler ensemble pendant 10 ans sans avoir trop de soubresauts, mais en même temps peut-être de montrer l'évolution du territoire. C'est ce qui a été le fondement quelque part de ce projet, de cette initiative de Relance 2019. Et dans différentes thématiques, on va montrer que le territoire, de par sa prise en main et de par ce qu'il a pu réussir à fédérer, parce que le complément était plus important que la structure individuelle prise aglo en tant que telle, on a réussi à montrer une autre image du territoire et à donner, au sein de Label Euralance, des sujets qui n'osaient peut-être pas parler en dehors des limites d'intercommunalité, parler à un ensemble plus vaste et permettre d'être un des éléments ou des éléments structurants d'un territoire. Et c'est tout ça qu'on veut maintenant vulgariser, partager de façon plus globale, parce qu'on se rend compte qu'on a lancé des plateformes participatives pour essayer de voir comment les habitants avaient vécu cette évolution du territoire. Et on se rend compte que ça a répondu dans des domaines très variés, des domaines associatifs, des individus, des domaines sportifs. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très large à ce niveau-là. Et que cette mutation que nous, on pensait, parce qu'on l'a vécu de façon très profonde, avec le changement d'image lié au Louvre, les réserves arrivent à Liévin l'année prochaine. Donc c'est quand même aussi, dans la thématique culturelle, une reconnaissance d'une autre façon. On a une structuration urbaine aussi avec les cités minières reprises au patrimoine UNESCO. Ça fait 5 ans également. Donc on a des atouts chez nous qui aujourd'hui peut-être vont parler vers l'extérieur et nous permettre de structurer le territoire différemment. Et ce qui pouvait paraître comme un langage de spécialiste, on se rend compte que la population se l'approprie petit à petit et devient aussi les éléments moteurs et les éléments de valorisation de ce changement d'image. Et c'est un peu ce qu'on veut essayer de faire, porter à encore une échelle un peu plus grande avec Euralance 2019, pour que cette mutation, qui est une mutation lourde chez nous, je parlais des indicateurs tout à l'heure, c'est vrai qu'on est sur un territoire qui était peut-être un territoire pouvant apparaître comme sinistré, mais plutôt que de se replier et d'aller solliciter des subventions qui ne sont pas forcément une solution à long terme, si on prend les subventions quand même, je vous rassure, mais on a voulu aussi se prendre en main et se donner peut-être, essayer de se donner les atouts pour pouvoir donner une autre chance au territoire et dire, regardez, on se prend en main, on essaye de fédérer, on essaye de monter des projets, donner une ambition au territoire, et bien sûr qu'on a besoin des compléments et d'un accompagnement. Mais en même temps, c'est de se dire, on peut se sortir de la tête de l'eau parce qu'on a une reconnaissance qui est de l'extérieur. Quand le Louvre vient chez nous, c'est le Louvre qui croit au territoire de l'agglomération de Lens-les-Vins et plus globalement au bassin minier. Quand l'État aujourd'hui investit sur l'hôpital de Lens en faisant le premier hôpital numérique de France, c'est aussi quelque part un regard différent alors qu'on est parmi les derniers en termes d'indicateurs de santé. Mais on est même les derniers de l'ensemble des régions de France. Donc c'est aussi derrière de se dire, on vous donne une première clé, à vous d'aller ouvrir les portes. Et bien c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a conçu le programme de Relance 2019, mais surtout qu'on a conçu ce projet de territoire, des agglomérations qui sont fédérées au sein de Relance et qui maintenant arrivent à une étape fondamentale qui est de dire il faut que l'ensemble de la population puisse en être le relais, parce qu'on a certes des mutations lourdes qui se sont vues. La chaîne des parcs, j'en ai parlé, parce qu'on a un plan directeur, un schéma directeur qui a été fait par des vignes. On a des passerelles qui ont été faites sur le Louvre, qui ont été dessinées par Christian de Ports-en-Parc. Mais on a en même temps des grandes signatures qui, au sein du comité d'experts Euralance, viennent nous apporter leur connaissance, leur savoir-faire, leur expérience, pour nous permettre de réajuster, d'ajuster, de compléter certains programmes, et nous permettre surtout de donner de la lisibilité à ce qu'on veut faire, parce que c'est peut-être des experts qui ne seraient pas venus sur notre territoire si on n'avait pas eu peut-être cet échange au départ, cette initiative de vouloir porter un peu plus loin l'ambition du secteur et du pôle métropolitain de l'Artois. Donc aujourd'hui, on est à un premier virage. On a beaucoup d'étapes à franchir, mais on a une première étape qui est en train de se formaliser, avec des concrétisations qui permettent de donner du sens réel à l'ambition du territoire. On a des projets structurants qui voient le jour. On a des projets qui, aujourd'hui, en termes de labellisation,
montre que la population est vraiment impliquée dans le quotidien de son évolution. Quand on a la dernière réunion de Rallens où on a des lycées professionnels qui demandent à être labellisés parce qu'ils ont un projet, quelque part, le message porté à la jeunesse est différent et complément uniquement de dire c'est le lycée qui veut regarder son projet et avoir un label de valorisation. Le message qui est donné, c'est vraiment l'ambition, le partage de cette ambition. On se retrouve aussi avec la région qui nous accompagne aussi sur cette thématique-là, sur la notion de formation, parce que si on prend la compétence première, ce n'est pas la compétence de Rallens, on est sur la compétence de la région, mais on se rend compte qu'au travers cet outil, au travers cette structure, cette plateforme, on peut partager cette ambition et donner une autre perspective au projet du territoire. Et donc, aujourd'hui, on est dans ce premier virage. En termes de mutation urbaine, on a aussi des concrétisations des immeubles qui commencent à sortir, qui donnent une autre image de notre territoire. Le label UNESCO, j'y reviens parce qu'on a fêté les 5 ans. Alors ça peut apparaître comme une contrainte parce qu'aujourd'hui, dans la rénovation des cités minières, du fait du classement UNESCO, la rénovation doit se faire par l'intérieur. Donc en termes d'habitabilité, ce n'est pas forcément quelque chose de valorisant pour la population. Sauf que le label UNESCO nous permet d'avoir une autre image vers l'extérieur et d'attirer peut-être des promoteurs qui ne seraient pas venus chez nous. Donc en termes d'image urbaine, là où aujourd'hui, si on prend les chiffres de l'agglomération de Lens-les-Vins, on est à 49% de logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération. Là où certains doivent se battre pour essayer d'atteindre les 20% pour répondre à la loi, nous on est à 49% avant de commencer. Et tout notre enjeu à nous, c'était plutôt de faire cette mutation, d'attirer des promoteurs, d'attirer des investisseurs pour que le changement d'image soit aussi un changement d'image partagé. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce tournant, ce virage est en train d'être pris parce que notre territoire change d'image, notre territoire donne aussi notre perspective à un monde économique qui ne regardait pas de cette façon-là. Donc, en termes de mutation, c'est la première étape. C'est aujourd'hui aussi, j'avais pu participer avec Jean-Louis Subilo au Forum des projets urbains sur Paris il y a quelques années, où on a engagé les prémices de la mutation de Rallens. Je ne vais pas dire on se donne rendez-vous dans 5 ans, mais quand on voit la rapidité dans laquelle évolue le territoire, je vous donne déjà rendez-vous en 2019. Celles et ceux qui sont disponibles, Ariella sera heureuse de pouvoir les accueillir dans le forum qu'on est en train de monter, parce que c'est aussi ça, cette prise de conscience, de pouvoir, en dehors de l'image qu'on peut donner d'un territoire qui était sinistré, si on veut noircir le tableau, c'est toujours difficile. Nous, tout notre enjeu, c'est de le valoriser, de mettre en avant nos atouts. Et nos atouts, aujourd'hui, sont multiples et sont surtout faits des hommes et des femmes qui vivent dans le territoire et qui parlent de leur territoire de façon différente de la façon dont ils en parlaient il y a 7-8 ans. Et ça, déjà, c'est une première avancée quand on voit la participation qui était la leur sur ce forum participatif de valorisation de Rallens 2019, parce que c'est quelque part la première étape et le premier succès de Rallens, c'est d'avoir fait partager cette ambition. Et cette ambition sera complètement partagée et transformée si en 2019, on passe encore une étape supplémentaire et que quelque part, les spécialistes qui regardent un peu notre territoire par à-coup, à chaque fois qu'on sort des grands projets, c'est vrai que ça peut attirer parce qu'on a des grandes signatures qui viennent s'intéresser un peu à notre secteur. On est en première proximité de la métropole lilloise. On n'est pas en concurrence avec Lille, on est en complément, un peu dans l'esprit de ce qu'évoque Xavier Bertrand depuis la région, mais qui reprend également le message de Daniel Percheron. On a un territoire, quand on le voit à l'échelle mondiale, si on prend Lens, Tournai, Valenciennes, Lille, c'est un parc d'activité au niveau de Shanghai. Voilà, il faut aussi relativiser. Aujourd'hui, on est dans le même territoire, on a la même ambition. Ce qu'il y a, c'est qu'on a certaines particularités chez nous qu'on veut mettre en avant parce que c'est ce qui a fait notre histoire et c'est ce qui fera peut-être notre particularité de pouvoir rebondir demain et de pouvoir donner une autre image à notre agglomération, à notre bassin minier, mais surtout à l'ensemble de la région. Et toute cette démarche a aussi un autre effet qui est de vous poser en véritable interlocuteur par rapport à d'autres acteurs comme la métropole lilloise, par exemple. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Oui, alors c'est-à-dire que le territoire était tellement morcelé, même si on a plusieurs agglomérations, les agglomérations de Lens-les-Vins, Béthune-Brûlé et Nain-Carvin font 600 000 habitants, 650 000 habitants. Et c'est vrai que morcelé à 250 ou 150, on ne parlait pas de la même voie qu'on peut aujourd'hui évoluer avec le pôle métropolitain. Et quand on regarde avec l'agglo d'Arras et de Douai, on est autour du million. Et en termes de poids démographique, en termes de proximité avec la métropole lilloise, c'est justement ce complément. La métropole est saturée, c'est pas forcément un scoop ça, mais aujourd'hui c'est de regarder comment les territoires peuvent se répondre avec une complémentarité, pas avec une concurrence qui au final est stérile pour tout le monde. Dans le territoire dans lequel on a une concurrence saine à avoir, parce que voilà, on est aussi des territoires avec chacun de nos atouts, mais on a surtout cette complémentarité et ce dialogue qui est différent, parce que le territoire qui pouvait apparaître morcelé, un peu comme village gaulois il y a quelque temps, c'est aujourd'hui un territoire uni
qui aujourd'hui répond de façon cohérente et complète aux appels à projets qui sont lancés par la région, pour donner cette dimension, dépasser ces clivages et porter l'ambition au-delà de notre territoire, mais de cette grande région qui a des atouts, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur son rôle et son implantation au sein de l'Europe, mais qui surtout a des atouts et des ressources en première proximité de la métropole, parce qu'on est aussi peut-être la base arrière de la métropole. On passe de base arrière, de base avant avec les Jeux Olympiques de 2024, mais on est aussi dans ce complément-là avec la métropole. Il est hors de question et impossible pour nous de concurrencer la métropole, ce n'est pas une volonté, mais c'est de trouver une place qui est la nôtre, que l'on revendique parce qu'on a des atouts, et on peut les revendiquer, on peut les porter pour donner un appui supplémentaire peut-être à la métropole dans la défense du projet peut-être plus global d'un territoire dans le cadre de projets européens ou dans le cadre de projets qui dépassent les frontières de la région de France. Merci. Alors, Pierre Sauveur, ça va être à vous. Vous êtes venu en voisin, vous êtes président d'Europe en Belgique, vous avez fondé la Maison de l'Urbanité à Liège et vous allez nous apporter votre regard sur le développement de projets urbains en Belgique, en France, aux Pays-Bas. Oui, bien vaste programme. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre les deux premiers interlocuteurs qui, merci beaucoup, m'ont appris pas mal de choses sur ces sujets fort pointus. Ça m'a fait penser que la ville d'où je viens, à Liège, vient d'avoir une opération relativement importante, grâce au FEDER notamment, puisqu'elle a renouvelé un ancien musée qui s'appelait le MAMAC, Musée d'art moderne et contemporain, et que grâce à l'apport du FEDER et grâce à un auteur de projet, Ricciotti, qui n'était pas n'importe qui, je pense que Marseille en sait quelque chose, a réussi à la fois bénéficier des fonds du FEDER et d'avoir un deal avec le musée du Louvre. Donc ça me faisait bien plaisir d'entendre parler de ces deux choses dans les deux exposés précédents. Toutefois, j'ai regardé ma montre, je crois qu'il me reste 10 minutes pour faire mais on a commencé en retard. Donc pour faire un exposé qui en prendrait plus puisqu'il doit survoler. On va grappiller quelques minutes et les gens passeront moins de temps à manger. Bien sûr. Donc voilà, j'ai essayé de diviser mon discours parce que c'est tout de même un sujet impossible à traiter, tellement il est vaste. Les grands projets urbains, transfrontaliers, les méthodes dans les différents pays, c'est un programme énorme. Enfin, j'ai essayé de synthétiser en 3-4 petits points qui sont d'abord les moteurs des grands projets urbains, ensuite des outils, des procédures, ensuite je vais tout de même vous parler un petit peu des PPP parce que c'est une procédure qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et puis je vous parlerai des nouveaux influenceurs, mais là je vous en dirai que 2 mots déjà. Dans le reste, je saurais vous dire que 2 mots surtout. Quand on pense aux influenceurs des grands projets urbains actuellement et dans le passé, je ne peux pas éviter, même si je ne suis pas un spécialiste de la Hollande, et même si aussi la Belgique dont je vais parler est divisée en 3 régions qui sont elles-mêmes autonomes dans toutes leurs problématiques de développement urbain, de développement territoriaux. Donc la Belgique, c'est la Belgique, hein, c'est tout le monde en même temps, mais pas ensemble. Donc c'est très intéressant à étudier, mais ça mériterait à être étudié tout seul. Mais je pense à quelques influenceurs essentiels. Je vais vous parler 2 secondes de l'instinct de survie. Vous allez me dire, oui, mais non, en Europe, l'instinct de survie, c'est quoi? Je vous expliquerai. Je vais vous parler des guerres, tiens, je vais vous parler des grands mouvements économiques, chaque fois 3 mots. Hein. Je vais vous parler de la démographie et des flux migratoires, je vais vous parler de la politique, je vais vous parler des effets d'image, je vais vous parler de l'écologie et de la durabilité. Je commence par l'instinct de survie qui doit poser des points d'interrogation à pas mal d'entre vous. Ben oui, si vous remontez un peu plus haut que la Belgique, vous tombez sur la Hollande. Et bon Dieu, là, l'instinct de survie a joué énormément dans le développement du territoire hollandais parce qu'au départ, ils étaient sous eau. Pratiquement pour la totalité du pays, enfin pas tout à fait, mais enfin presque. Et puis ils ont décidé de bâtir sur l'eau. Ils ont fait des travaux d'infrastructure absolument faramineux, fabuleux. Allez jeter un coup d'œil sur les centrales marémotrices, sur tout ce qu'ils ont fait, notamment dans le Flevoland, qui est à l'intérieur d'une mer intérieure, où ils ont carrément relevé le niveau à coups de centaines de milliers de camions qui amenaient du sable, et où maintenant il y a des villes nouvelles depuis
50 ans, depuis 30 ans. La ville d'Almere en est le porte-parole, appelons ça comme ça, qui est située il y a 30 km d'Amsterdam. Hein, c'est pas très loin, mais enfin, il faut aller la voir. Mais bien, eux, pour réaliser toutes les nouvelles améliorations aux villes, que ce soit Amsterdam, que ce soit Rotterdam, que ce soit les autres villes, il y en a plein en Hollande, Utrecht, Eindhoven, j'en passe des meilleurs, ils ont fait appel à un bouwmeester. Ils ont inventé le bouwmeester. Le premier bouwmeester s'appelait Jo Koenen. C'est historique. Il a travaillé sur tous les développements, sur toutes les typologies de logements, sur tout. Il a attaqué tout et il a fait tout ça très bien. Ce qui fait que grâce à tous ces travaux et grâce à une science de l'urbanisme qui n'existe qu'en Hollande, on a à partir du départ, je vais appeler ça le départ, c'est après la guerre 40-45, vous avez des photos encore de Rotterdam qui vous montrent la ville de Rotterdam, je ne sais pas si je devrais dire ville, parce que tout ce qui restait, c'était l'hôtel de ville et tout autour, c'était des gravats. On se croirait dans certains pays. Donc vous voyez des photos ou des vidéos dans tous les journaux télévisés. Et au départ de ça, la ville de Rotterdam a recréé tout un nouveau plan d'urbanisme qui aujourd'hui en fait vraiment quelque chose dont il faut aller écouter les discours. Mais en plus d'un nouveau plan d'urbanisme, ils n'ont pas négligé d'en faire un laboratoire d'architecture. Parce qu'on aurait pu imaginer que on va vite refaire la ville, voilà les lignes directrices, oui, on fait à peu près n'importe quoi, et ça ira toujours, ce sera toujours mieux qu'avant. J'entends parfois ce discours-là. Je dis chaque fois, allez voir à Rotterdam, parce que là aussi, ils ont dû rebâtir de rien. Et finalement, c'est non seulement des plans globaux d'urbanisme, non seulement des réflexions territoriales, mais ils ont été jusqu'au bout. Ils ont fait que l'objet urbain, l'architecture urbaine, c'est un véritable patchwork, c'est un véritable feu d'artifice. Allez au mois de juin prochain, lors de la journée de l'architecture qui aura lieu, c'est en juin prochain, à Rotterdam, faites le déplacement, c'est pas très loin. Et vous voyez, je prêche même pas pour Liège, pour la Belgique. Eh bien, allez jusque-là et vous allez découvrir une efflorescence extraordinaire de choses dont vous n'avez pas d'idée. Alors ça, c'est un peu l'instinct de survie. Alors les guerres, oui, vous allez me dire, on a déjà parlé de la guerre contre la mer. Oui, c'est contre un peu l'envahisseur. L'envahisseur, Rotterdam, grand mouvement économique, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est que tous ces ports, Rotterdam, Anvers aussi, vous avez Le Havre, Nantes, Saint-Nazaire, Le Havre, vous avez tous ces ports qui ont subi depuis une trentaine d'années, 30-40 ans, un choc absolument terrible qui est l'arrivée des containers. Je vais mettre ça à 50 ans. L'arrivée des containers qui a modifié toute la stratégie portuaire de toutes les villes importantes portuaires. Pourquoi? Simplement parce que tous les porteurs de containers ne savaient plus arriver dans la ville à Nantes, c'est très bien, mais à Rotterdam, c'est la même chose. Mais enfin, il fallait encore faire tout un trajet au départ de la mer qui nécessitait, à cause des tonnages que représentaient les porte-containers, des infrastructures tellement gigantesques qu'on a été les faire beaucoup plus proches de la mer. Ce qui a entraîné à l'intérieur de ces anciennes villes portuaires des zones totalement vides, des zones où on ne savait plus que faire. On parlait de Rotterdam. À Rotterdam, ils ont lancé un énorme plan au début des années 90 qui s'appelait Kop van Zuid. C'est du flamand. Il doit y avoir 2-3 flamands dans la salle. C'est la tête au sud. Et ils ont transformé, ils ont fait un plan qui transformait tout le sud de la rivière Nieuwemaas, enfin bref, tout le sud qui était constitué par des docks et par tout ce qu'il fallait, notamment avec le célèbre hôtel New York d'où est parti pendant des dizaines d'années la Holland America Line et qui a importé tellement d'Européens aux États-Unis. Et tout ça a été transformé. Si vous voyez les photos de 1990, le projet de Kop van Zuid, et ce qu'il est aujourd'hui, c'est fabuleux d'une manière hollandaise.
Vous allez me dire que je ne parle que de la Hollande, mais ça vaut le coup. Mais là, dans les grands mouvements économiques, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les grands mouvements miniers. Nous avons la même chose, évidemment, en Belgique. Hein, nous avons un grand bassin minier un peu ouest-est. Et nous avons dans ce qu'on pourrait appeler des projets Interreg, enfin, dans des collaborations transfrontalières, essentiellement, il y en a 3 assez importante, qui est celle avec Lille. Mais vous avez un petit peu la Flandre qui joue, vous avez un petit bout de la Wallonie, et puis vous avez la Lorraine quelque part, où nous avons là aussi des zones sinistrées. Et puis vous avez la zone où se situe Liège, c'est le Régio, avec 3 pays, là c'est encore un peu pire, parce que vous avez la Belgique, vous avez la Hollande, et vous avez l'Allemagne. Vous avez pour la Belgique Liège, pour la Hollande, vous avez Maastricht, tout le monde connaît le traité, et tout le monde connaît aussi le rôle de Maastricht au niveau d'exposition du know-how hollandais dans les bâtiments. Ils ont investi beaucoup d'argent là pour vraiment faire une magnifique carte de visite. Et puis vous avez Aachen, et tous ces 3 villes constituent vraiment un nœud régio. À 30 km, les 3 villes, vous faites 30 km, vous rentrez dans la suivante, et ça constitue vraiment au niveau culturel, au niveau économique, des ressources qu'on n'exploite pas encore bien aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a là un obstacle que nous n'avons pas trop ici, c'est l'obstacle de la langue, parce que là nous avons à Liège des personnes qui ne parlent pratiquement que le français, un petit peu comme la plupart des Français. Comme nous sommes fort francophiles, on imite les bonnes choses et on imite aussi les mauvaises. Donc, il n'y a pas beaucoup de Liégeois qui parlent autre chose que le français. Puis vous avez des Hollandais qui, eux, sont voués à apprendre l'anglais directement parce que le hollandais n'étant pas une langue particulièrement fondamentale au niveau international, ils ont vite compris qu'il fallait éduquer tout le monde en anglais. Et l'Allemagne, évidemment, l'Allemagne, ils parlent allemand, mais ils commencent à parler anglais, beaucoup plus qu'il y a 50 ans, où quand je traitais professionnellement avec des structures allemandes, il me fallait des interprètes parce qu'ils ne parlaient rien d'autre que l'allemand. Mais tout ça, heureusement, se modifie. La démographie, les flux migratoires, oui, il y a les travailleurs. L'Europe s'est ouverte d'une manière ou d'une autre, ça a changé et ça continue, et ça continuera à changer énormément de choses. On ne peut pas dire qu'on ne doive pas y veiller d'une manière ou d'une autre, parce que on parle aussi du vieillissement de la population, on parle de la paupérisation, on parle de l'évolution de la société, penser aux familles monoparentales, et à tout ce que ça a comme influence sur les politiques de logement, anciennement un logement, et puis après la décomposition de la famille, 2 voire 3 logements, même s'il y a encore des recompositions. Ça entraîne des réflexions et ça entraîne des mutations extraordinaires au niveau du logement. Au niveau politique, oui, les politiques, vous en êtes l'exemple vivant. Quand on pense à Pompidou, à Mitterrand, etc., ce sont de grands influenceurs dans tout ce qui concerne les grands projets. L'effet d'image, oui, on peut un peu relier ça aux politiques aussi, parce que l'air de rien, le politique sait bien que d'une manière ou d'une autre, l'effet d'image, ça joue sur sa commune, ça joue sur son aura. Allez au MIPIM, vous verrez ce que ça joue comme effet. Et sur l'écologie et la durabilité, vous avez aussi été un peu initiateur des démarches HQE en son temps. Bon, elle continue probablement, mais enfin, il y a 25 ans, j'entendais déjà des projets jugés au départ avec les critères HQE. PEB, c'est tout ce qui concerne les énergies. Pensez un peu en Allemagne, ce qu'ils ont fait comme mutation essentielle dans l'IBA Emscher Park. Je suppose que vous avez tous entendu parler. Ariela y a emmené des troupes, là, je crois, aussi, de cette plurimotivation qui était à la fois la culture, à la fois l'écologie, puisque l'Emscher était une rivière totalement polluée, et qu'on a réussi à en faire un attrait touristique, tout comme des vieilles structures sidérurgiques qui rassemblent des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs par an. Voilà Emscher Park a inspiré Euralance d'ailleurs, je crois.
Voilà, mais je n'en doute pas, c'est tout de même une magnifique influence. Alors, tout ça, c'est une première petite analyse de, tiens, comment est-ce qu'on arrive au grand projet? Alors, il y a des déclencheurs, évidemment. Les déclencheurs, le déclencheur primaire auquel on pense, c'est le politique. Parce que le politique a toutes les informations, le politique a toutes les influences aussi. Le politique a aussi pas tout l'argent, parce qu'on ne parlerait pas des PPP si ce n'était pas comme ça. Mais en tous les cas, il détient les clés des autorisations, ce qui est tout de même pas mal. Il détient aussi les clés pour savoir comment on va orienter. Pour ça, il est aidé. Il est aidé de manière différente dans les pays. Autant en Hollande, le bouwmeester est un bouwmeester national en général, bien que ça ne soit pas, il ne soit pas interdit d'en avoir de région ou de ville. Enfin, là, ça a commencé très national. En Belgique, ça n'a pas commencé au niveau national, ça a commencé au niveau régional. C'est la région flamande qui, il y a maintenant 25 ans, à peu de choses près, a eu son premier bouwmeester, qui était Bob van Reet, un Anversois qui a développé une stratégie donc bouwmeester, je vous le traduis grosso modo, c'est tout de même le conseiller du gouvernement pour tout ce qui concerne les matières d'urbanisme, d'aménagement et d'architecture. Bien entendu, cette notion peut varier un peu, qu'elle s'approprie une région, qu'elle s'approprie une ville, puisque maintenant certaines villes se dotent d'un bouwmeester. Je vous avoue que je ne suis pas très favorable à ce fait, parce que le bouwmeester au niveau d'une ville est trop proche du pouvoir et trop influençable, tandis qu'un bouwmeester au niveau d'une région a tellement de composantes politiques qui peut de temps en temps en égratigner une ou l'autre. C'est pas pour ça qu'il va mal se mettre avec son maître d'ouvrage à lui, mais dans les villes, ils ont tout de même une certaine tendance à tenter de faire plaisir au pouvoir parce qu'il est plus proche. En France, vous n'avez peut-être pas de bouwmeester, ou alors je vais apprendre qu'il y en a déjà en France, mais je ne pense pas. Merci. Mais vous avez des agences d'urbanisme qu'on n'a pas en Belgique, c'est tout de même relativement important. Et puis vous avez aussi d'autres influenceurs qui sont des grands maîtres d'ouvrage ou des grands maîtres d'œuvre, des grands maîtres d'ouvrage, des grandes sociétés qui viennent jusqu'en Belgique évidemment, et qui sont des développeurs. Et puis vous avez aussi des maîtres d'œuvre, influenceurs. Je pense par exemple à des gens comme Bernard Reichen, je pense à François Greter, je pense à Makan Rafadjou, je pense à De Porzenpark qui savent découvrir des bons endroits où il y a des problèmes et à venir apporter leurs conseils, soit grâce à des concours, soit grâce à des contacts privilégiés qui leur font connaître les problèmes saillants dans chacune des régions. Je ne parlerai donc pas des structures transfrontalières, vous en avez trop bien parlé et je crois que le temps n'est pas là. Donc c'est déjà ça de gagner sur le temps, mais je vais tout de même vous parler un peu des législations et de points qui font une différence entre vous, Français, et nous, quelque part. En Belgique, nous avons, pour la maîtrise d'œuvre, une loi qui oblige le maître d'ouvrage à se doter d'un conseiller qui s'appelle l'architecte, en général. Depuis 1963, donc pour toute construction, déjà une belle différence avec vous, on parle toujours de vos 160, 170, 160 mètres carrés. Le 160 et le 170 n'est différent que dans la manière de les compter. Hein. Bon, c'est pas une avancée d'un côté ou de l'autre. Mais chez nous, c'est à partir de 0 mètre carré. Quoique maintenant, on voit poindre quelques essais de législation donnant des autorisations sans architecte pour ce qu'on appelle des petits travaux, des annexes derrière les garages, appelons ça comme ça. Mais en tous les cas, c'est notamment dans le secteur du petit logement
Ça a donné l'occasion en France à des développeurs de petits logements, je ne citerai pas de nom, mais enfin tout le monde les connaît, de fourguer, parce que je crois que c'est vraiment le terme, de fourguer à peu près n'importe quoi à tout le monde, alors qu'en Belgique, il faut tout de même que des architectes interviennent et, bon Dieu, l'architecte essaiera toujours de donner soit de sa petite touche, soit éventuellement il sera fier d'avoir travaillé pour quelqu'un. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi l'expérience qui joue chez les maîtres d'œuvre. Et s'ils ne commencent pas à travailler en contact direct avec des personnes pour leur faire leur logement et passer des soirées à discuter, à négocier, à parler budget, etc., ben, eux, ils évoluent pas. Ils évoluent moins vite ou moins bien, je crois. Sinon, pas ce contact, qui est un contact assez privilégié avec Monsieur Tout-le-Monde. Mais Monsieur Tout-le-monde est intéressant. J'en parlerai 2 secondes tout à l'heure. 2 secondes, parce que je sens qu'on va nous chasser bientôt. Bah, écoutez, si on me chasse, hein, n'hésitez pas. Alors, la loi sur les marchés publics, je vais vous en dire 2 mots aussi, parce que c'est assez étonnant. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'en Belgique, avant 1997, un pouvoir politique pouvait nommer l'architecte qu'il souhaitait quand il le souhaitait. C'était encore le droit, le fait du prince. Et les ministres, ainsi que les pouvoirs politiques locaux, ont été très étonnés lorsque la transposition dans le droit belge de la directive européenne est arrivée dans le droit belge le 1er avril, a pris ses effets le 1er avril 1997, je vais parler français, et où des tas de maîtres d'ouvrage publics se sont dit « mais qu'est-ce que c'est ça ? On nous retire la possibilité de dire qui nous voulons avoir comme maître d'œuvre. Mais moi j'ai mon copain, j'ai mon cousin, j'ai Tartampion que j'aime bien, que j'ai croisé dans un cocktail, il me plaît bien, il m'a l'air intelligent. Non, eh bien plus ça. Eh bien évidemment, ça a créé un séisme tel qu'à l'époque j'étais président du Conseil national en Belgique et j'avais créé une commission qui s'occupait essentiellement de tout ce qui se passait par rapport à la nouvelle législation. Et après le temps d'adaptation, après 1 an à peu près, je me souviens d'avoir posé en réunion la question à des juristes qui évidemment étaient appelés par tous les maîtres d'ouvrage pour essayer d'un peu voir ce qu'était cette nouvelle législation. Et j'ai demandé aux juristes, mais écoutez, qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage vous pose comme question essentielle sur la nouvelle législation, parce qu'on doit s'adresser à notre gouvernement pour voir s'il n'y a pas des modifications, etc. Et la réponse, elle a fusé, ils n'ont même pas réfléchi, ils ont dit, la question qui nous pose pratiquement tous, c'est comment est-ce qu'on peut l'éviter ? Ça vous donne peut-être un état d'esprit. Mais enfin, il leur a fallu tout un temps. Et maintenant, ils ont compris qu'il ne fallait peut-être pas éviter cette législation-là, mais qu'il fallait l'adapter, en profiter. Et pour le moment, ça tourne un peu comme ça. Alors, je vais encore vous donner 2-3 choses sur les PPP. Je vais vous donner quelques chiffres. Parce que les chiffres parlent beaucoup mieux que moi. D'autant plus dans cette matière aussi mouvante. Alors je sors ces chiffres pas d'une cachette secrète, mais de données que vous retrouverez dans le rapport de décembre 2017 de la Cour des comptes française. Et qui dit ceci, je vais vous le lire, comme ça je ne vais pas paraphraser. Le recours important au PPP a constitué pour le ministère, il parlait du ministère de la Justice et du grand beau nouveau bâtiment de la Justice à Paris, a constitué une fuite en avant dont les effets sur les marges budgétaires se font sentir de manière croissante. Des montages contractuels coûteux, des coûts élevés à tous les stades du contrat, entre parenthèses, taux de rentabilité interne 11%. Ça fait rêver. Sur la base du coût à la place, notamment dans les prisons, les coûts de construction des établissements réalisés en PPP sont substantiellement plus élevés de 51 à 53%, on ne rêve pas, que ceux réalisés en conception-construction, pour des établissements comparables. Charge de maintenance de 69 à 81% plus élevée qu'en cas de maintenance externalisée. La Cour des comptes. Une délicate gestion des contrats dans le temps.
Et comme exemple, il donne un exemple encore plus parlant du nouveau palais de justice de Paris, pour une dépense d'investissement de 725 millions d'euros. Il y a des coûts financiers de 643 millions d'euros et 960 millions d'euros de charges estimées de fonctionnement. Au regard du coût, conclut-il, et du caractère peu approprié des PPP aux besoins d'adaptation du patrimoine immobilier du ministère de la Culture, il est conseillé d'éviter de recourir à ces contrats globaux. Alors, 2 mots, mais ce sera vraiment 2 mots, sur les nouveaux influenceurs, parce qu'il y en a un qui arrive, qui est là, et qui avant avait un effet tout petit, et qui maintenant prend de plus en plus d'importance. Mais c'est l'importance croissante de l'ensemble des réflexions durables et de la participation de la population. Aujourd'hui, un projet ne sait plus se développer sans tenir compte de manière essentielle de ces 2 facteurs. Ça change tout, mais ça change tout chez vous et ça change tout chez nous. Merci. Merci beaucoup. Nous n'allons pas avoir le temps pour les questions, mais peut-être que vous pourrez trouver des interlocuteurs dans la salle qui auront des choses à vous demander. J'avais juste une toute petite question pour Elisabeth Boulet. L'Europe subventionne 50% de chaque projet, ce qui implique de trouver les fonds restants. Est-ce que, notamment dans certains territoires, dans une région comme la vôtre, est-ce que ça a un effet de frein ou de mobilisation des projets? Alors, les 50%, c'est une règle purement théorique parce qu'elle n'est pas observée dans chacun des cas. La beauté de tout ce qui est gestion des fonds européens, c'est que bien sûr, à chaque situation correspond un taux. Mais effectivement, les fonds européens ne sont pas l'Europe n'est pas l'investisseur à part entière. Le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage est bien la collectivité, le porteur, l'association, peu importe qui fait le portage du projet, n'a qu'un effet de levier. Les fonds européens donc à l'effet levier, c'est parfois compliqué à faire comprendre effectivement aux porteurs de projets, mais ils sont un plus sur un plan de financement qui doit déjà être bouclé. C'est-à-dire que quand on va chercher d'autres subventions publiques, ce qui est parfois le cas, on peut aller chercher des subventions du département, de la région, d'une intercommunalité ou peu importe. La région intervient en supplément sur un plan de financement qui est déjà bouclé. Donc elle a ce rôle de supplément de plus et elle ne... Comment dire, ce n'est pas elle qui conditionne en fait, qui conditionne tout le reste. Alors après, la question, elle sous-entend quelque chose de plus politique pour chacune des collectivités ou des associations ou des porteurs de projets aujourd'hui. Avoir accès aux subventions est de plus en plus compliqué avec la raréfaction des deniers publics. On le sait tous, on y est tous confrontés. Mais je pense que ça oblige aussi à penser à d'autres modes de construction de certains des projets. Alors, exit les PPP, si j'ai bien compris l'intervention précédente. Évolution, en tout cas, des PPP, mais c'est vrai que ça implique à aller chercher d'autres partenariats ou à construire les projets différemment. Après, bon, il y a toujours la question du phasage aussi qui est possible quand elle est possible sur des projets. Mais effectivement, l'Europe intervient... en tant que coup de pouce, même si les sommes sont parfois conséquentes, elles sont aussi à proportion du projet qui est déposé, mais en coup de pouce et aussi une sorte de labellisation, c'est-à-dire que l'Europe n'intervient pas sur tout projet, mais le PO est très critérisé. On a des domaines d'action de l'Europe qui sont phares. Par exemple, moi je suis souvent interpellée dans mon territoire, parce que je suis dans le territoire rural, les Flandres françaises, sur la rénovation des églises. C'est une question qu'on pose tout le temps. Non, l'Europe n'intervient pas sur la rénovation du patrimoine cultuel. Voilà, donc c'est des exemples en fait qu'on rencontre tous les jours, mais de ciblage de l'Europe. Donc vraiment, ce sont des projets qui sont définis en amont, négociés en amont entre la Commission européenne, les États et les régions. Merci infiniment. Place aux ateliers projets. Bonne journée.